Bonjour les amis, Namasté. Bienvenue dans cette vidéo numéro 48 où je vais vous parler plus particulièrement de comment se préparer pour ce fameux passage qui nous attend, dans lequel nous sommes déjà bien engagés. Dans cette présente vidéo, je vais mettre l'emphase sur la partie physique, comment se préparer d'un point de vue physique. J'ai déjà abordé dans se préparer au passage toute la partie matérielle, logistique, on pourrait dire. J'en ai parlé en détail. Donc pour cette partie-là, je vous renvoie à la vidéo se préparer au passage. Ici, nous allons vraiment parler de notre propre corps physique, de notre réalité intérieure. Je vais vous donner des outils et puis aussi des techniques pour pouvoir parvenir à atteindre votre objectif et pour que toute la famille puisse passer au mieux par cette modification vibratoire de la planète, de nos corps et de notre réalité intérieure. Si cela vous intéresse, eh bien, vous êtes bienvenus. Partageons ensemble là un peu plus qu'une demi-heure à venir. Alors, il est une chose fondamentale lorsqu'on parle de passage, lorsqu'on parle de transition, comme dans un accouchement, on est en dehors de notre zone de confort. C'est un petit peu quelque chose d'obligatoire. Lorsque vous voyagez, en particulier lorsque vous sortez des pays occidentaux, eh bien, vous allez devoir vous adapter à des circonstances extérieures qui sont plus ou moins exigeantes suivant les pays où l'on se rend. Néanmoins, nous, les Occidentaux, ne sommes pas toujours habitués à ce type d'environnement et cela nous demande, tout simplement. Donc, ça fait appel à des ressources intérieures que nous n'avons peut-être pas encore développées. Eh bien, pour se préparer à cette transition de la planète, à ce mouvement vibratoire, eh bien, il va être important de travailler sur son propre corps physique. Le corps physique est notre véhicule dans la présente incarnation. À partir de là, eh bien, c'est à travers ce corps physique, quels que soient les autres filtres émotionnels, mentaux, spirituels, en fait, on va recevoir les événements extérieurs directement au niveau physique. Alors, comment préparer ce corps? Eh bien, voyez-vous, lorsque certaines personnes partaient jadis dans les pays tropicaux où on n'était pas autant contre les UV, en fait, eh bien, je conseillais aux gens en plein hiver, lorsqu'on est bien blanc, je conseillais aux gens d'aller un petit peu au solarium avant de venir dans mes retraites de yoga, par exemple en Inde, où on a tellement envie d'aller s'exposer au soleil que les personnes s'exposent au soleil, mettent ou mettent pas correctement le protecteur et du coup sur certaines parties du corps elles brûlent et après c'est gênant pour faire les postures. Donc je leur disais allez faire quelques petites séances de solarium dans ce cas exceptionnel pour préparer votre peau, faire monter la mélanine et être comme ça beaucoup plus prêt à recevoir ce soleil. Je leur donnais également, enfin je leur donne toujours d'ailleurs, des remèdes naturels pour booster le système immunitaire et puis pour éviter qu'il y ait des problèmes au niveau de l'estomac dans les pays où la nourriture est soit très acidifiante, soit très forte, épicée, voyez, voilà. C'est dans ce même état d'esprit, les amis, que je vais vous partager certaines choses. Donc, disons que nous allons passer un pont et aller sur une autre terre. Donc, ici, comme naturopathe, comme professeur de yoga, je vais vous donner quelques informations à partir de ma réalité. Peut-être que d'autres vous en donneront encore plus. Moi, je vous donne les miennes, prenez ce que vous avez à prendre. Probablement que vous savez déjà un tas de choses. D'ailleurs, les élèves me disent souvent « Ah, c'est bien tes vidéos, mais vraiment, je savais déjà beaucoup de choses sur ce que tu dis. » Bien sûr, ils suivent mes cours, mes retraites de yoga, développement personnel depuis des années. Donc, bien sûr, et je leur dis « Heureusement, vous savez tout ça, les amis. » Bien, alors, voyez,
Je suis en ce moment dans ma maison de stage en Espagne. Vous voyez ce magnifique rocher derrière moi qui fait partie intégrante de cette maison, qui est absolument magique. Et je réalise en fait, le solaire est en train d'être installé, la maison démarre seulement cet été, hein, donc c'est un projet qui est tout nouveau pour moi dans ma vie. Et je réalise à quel point il était important que je vous fasse cette vidéo pour avoir certains réflexes. Par exemple, en pleine montagne, à tout moment, on peut avoir une coupure de courant. Pour moi qui ai fait des retraites de 3 mois dans un chalet d'alpage sans zone électricité, il n'y a pas de surprise. Mais en revanche, pour une personne qui est citadine, qui n'est pas préparée, qui appuie toujours sur le bouton de la lumière et s'allume, même si chez elle ça ne s'allume plus, elle ouvre les volets et il y a pléthore de lumière autour, ça peut être un choc important d'être sans lumière. Je l'ai vécu lorsque j'habitais au Brésil. J'ai passé plusieurs années à Florianópolis, dans l'état de Santa Catarina. Florianópolis, c'est une île qui est reliée au continent par un long pont, peut-être qui fait 2-3 km en fait. Voilà. Donc c'est une île, mais elle est reliée au continent. Et en fait, par ce pont passe tout ce qui alimente l'île. Et c'est une île où se trouve la capitale, une capitale qui est de la taille de Genève. Donc voilà, c'est quand même une grande ville, c'est la capitale de l'état de Santa Catarina qui est approvisionnée par les câbles et tout ce qui passe comme ça à l'intérieur du pont. Et un jour, un ouvrier a fait quelque chose de pas correct et du coup, il y a eu une mini-explosion dans le pont, mais en tout cas suffisamment pour couper l'électricité dans toute la ville. Donc, grâce à cet événement, j'ai une idée tout à fait précise de ce qui se passe lorsqu'une ville est coupée d'électricité. Il y a des choses aussi basiques que ouvrir votre eau au robinet que vous ne pouvez plus faire parce que l'eau ne vient plus. Les centrales d'épuration fonctionnent à l'électricité. Pour mettre de l'essence dans vos voitures, les pompes fonctionnent à l'électricité. Certes, quand on va dans des grands shoppings, il y a des gros groupes électrogènes. Mais nous, ça a duré 3 jours et demi. Donc les groupes électrogènes, ils tiennent un certain temps, mais ils ne tiennent pas longtemps. Vous voyez? Donc en fait, c'est vraiment important de vous préparer à cela. Et de savoir que pendant un accouchement, il y a forcément une sortie de la zone de confort. Alors, est-ce qu'il va y avoir des coupures d'électricité pendant un mois? Est-ce que ça va être pendant un jour? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ça peut arriver. Et de toute façon, vous entraîner à l'obscurité, ça ne peut être que positif parce que dans certains pays, je passe pas mal de temps en Inde dans les époques hors Covid, pratiquement 3 mois par an. Donc je peux vous dire qu'en Inde, on a régulièrement des coupures de courant. Donc moi, j'ai toujours ma lampe que je charge la journée au solaire. Et puis la nuit, j'ai aucun problème parce que j'ai ma lampe frontale qui est chargée. J'ai des batteries solaires et j'ai aussi mon petit cube solaire que je mets dans ma pièce et tout va très bien. On est habitué à ça, voyez. Mais en Occident, on n'est pas habitué. Alors, je veux pas du tout vous mettre en stress. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de vous dire que pendant un accouchement, on sort de la zone de confort, il n'y a rien à faire. Donc là, vous le remarquez, on est en train de passer une période spéciale. Donc, il peut se passer ce genre de choses dans votre maison, dans votre ville. Donc, bien entendu, il est très positif d'avoir sa propre maison, même si c'est une yourte, hein, peu importe, mais d'avoir son propre espace pour pouvoir justement avoir des ressources naturelles électriques. Donc, par exemple, avoir des panneaux solaires, enfin des plaques photovoltaïques si vous voulez, mais ou des énergies libres, voire les réseaux Tesla, voilà.
Donc, ça, c'est une chose. Mais moi, là, ce que je veux vous parler, c'est de vous, de votre corps physique, de votre propre réalité, pour que quoi qu'il se passe, vous restiez droit dans vos bottes et que vous puissiez aider les personnes qui en ont besoin. En particulier, votre famille et vos enfants, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ceux des autres. Et les personnes âgées, qui sont très précieuses pour une société, contrairement à comme on a tendance à les traiter. Alors, quoi faire? Eh bien, je vous conseille vraiment de vous entraîner et d'entraîner toute la famille chaque jour avec un petit espace de noir, d'obscurité. Alors, vous le prenez comme quelque chose de ludique. Pour les enfants, eh bien, la nuit, le soir, vous fermez tous vos volets, vous éteignez tout ce qui est veilleuse et machin, et même les petits voyants rouges, il faut les masquer, parce que ça vous change votre réalité. Vous allez avoir des repères dans l'espace. Or, lorsque c'est le noir total, vous n'avez plus de repères dans l'espace. On apprend très facilement après à s'orienter. Mais c'est un apprentissage à faire et ça fait pas partie, nous on l'a pas appris les enfants occidentaux. On nous a pas appris ça. Donc si vous êtes un jeune indien d'Amazonie ou enfin amérindien, eh bien évidemment que vous savez vous orienter dans le noir. Mais nous les petits occidentaux, on ne sait pas. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à apprendre. Comment faire? Dans la majorité de nos maisons, il y a de la lumière qui rentre, même à travers les volets, c'est pas complètement noir. Donc fermez tout, fermez les volets. Pour les enfants, c'est déjà suffisant. Mais vous, commencez à vous entraîner avec un masque sur les yeux. Donc votre maison est sombre complètement, vous avez fait le noir le plus possible et vous mettez un masque sur les yeux. Essayez d'abord tout seul, toute seule, parce que sinon il risque de vous prendre pour quelqu'un d'un petit peu étrange. Voilà, donc essayez ça dès ce soir ou dès demain si vous vous levez avant le lever de jour. Et vous allez voir à quel point vous êtes en train de relire votre propre espace. Les dimensions changent complètement. Et on est vraiment, il y a une perte de repères. Mais c'est simplement quelque chose à apprendre. C'est tout. C'est un entraînement. Je me souviens, dans la deuxième retraite de yoga, dans le noir que j'ai faite, eh bien, il y avait une mezzanine. Inutile de dire que je ne me suis pas portée candidat pour aller dormir sur la mezzanine. Donc sur la mezzanine, ils dormaient, je ne sais pas, ils étaient 2 ou 3 là-haut. Fallait monter par une échelle et descendre par une échelle. Monter encore, ça va, mais descendre, j'avais un petit peu plus de... Bon, s'il n'y avait pas eu d'autre place ailleurs, j'aurais été là, mais j'ai pu échapper. Et en fait, matin et soir, j'entendais un collègue qui montait comme un chat, comme s'il y avait de la lumière. Je dis, mais c'est pas possible, ce gars, vraiment, il a une bonne vision de nuit, quoi. Enfin, dans le noir, c'est-à-dire que après, avec l'habitude, quand on a quitté les peurs, on commence à voir la contrepartie énergétique des choses. Mais alors ça prend un certain temps, puis il faut vraiment pas avoir peur pour que ça arrive. Et donc, à la fin, quand on a terminé notre retraite dans le noir, je vais vers ce gars que je n'avais pas eu le temps de vraiment connaître, puisque tout d'un coup, on se retrouve dans le noir, dans le silence, en mangeant pas, enfin, vous voyez. Donc, à la fin du stage, je lui dis, mais comment tu fais? Je t'ai entendu monter, descendre, prendre ta douche, exactement au même rythme que ce qu'on fait au quotidien. Et c'est lui qui m'a donné le truc. Il m'a dit, je m'entraîne chez moi, j'évite au maximum de mettre l'électricité. Chez moi, le soir, je n'allume pas. Bon, il se trouve qu'il n'a pas de famille, ce gars. Mais je n'allume pas et je me suis habituée comme ça à circuler dans ma maison sans la lumière. Voyez? Donc, parfois, on va chercher tout un tas de techniques extérieures pour pouvoir survivre s'il y a des coupures de courant. Mais dans cette vidéo, je tiens vraiment à mettre l'emphase sur le fait que le plus important, c'est que vous ayez l'équipement intérieur pour que tout se passe très bien. Donc voilà, vous imaginez, vous avez mis du solaire, machin, truc, il y a des nuages, il y a des nuages, il y a des nuages. Et bon,
Même avec des nuages, vous allez me dire, vous captez un peu quand même de solaire. Mais enfin bref, pour une raison X ou Y, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de lumière chez vous. Eh bien, le plus important, c'est que vous sachiez continuer à vivre sans lumière. Puis c'est pas long, hein. On n'est pas en Norvège, donc ça ne va durer que le temps de la nuit. Après, la lumière revient, voyez. Donc, je vous conseille vraiment, d'essayer tout seul. Donc, niveau 1, vous fermez tout et vous vous entraînez pendant une soirée à circuler chez vous sans les lumières. Lorsque vous vous sentez confortable avec ça, eh bien, vous mettez votre masque, vous savez le masque noir, pour ne plus du tout avoir de lumière. Et vous vous habituez à rester quelque temps, suivant si vous avez une vie de famille, des obligations ou quoi, mais faites-le. Et faites-le régulièrement. Comme ça, quel que soit ce qui arrive, vous serez préparé. Vous ne serez pas dépourvu. Donc vous n'aurez pas à courir chercher un truc, un machin. Vous serez en paix. Vous serez immédiatement capable d'aller chercher vos bougies si vous êtes dans la maison, parce que ces trucs-là, ça ne vous prévient pas forcément, vu qu'on s'est coupé de l'intuition pour la majorité des humains. Donc ça peut arriver partout. Donc partout, vous n'aurez peut-être pas vos plaques solaires à portée de main, vous n'aurez peut-être pas votre kyrielle de bougies avec vous, voyez? Donc vraiment, le plus important, c'est qu'en vous, il y ait les ressources. J'aimerais tellement vous faire comprendre ça. En vous, créez vos ressources. Alors ça n'empêche pas d'installer du solaire, ça n'empêche pas d'avoir des bougies, ça n'empêche pas d'avoir des petites lampes solaires si on est en appartement. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que votre ressource numéro 1, c'est vous-même. Voilà. Point numéro 1, vous-même. Point numéro 2, les autres. Alors, pour que les enfants ne soient pas non plus pris au dépourvu, faites un jeu avec eux. Faites un jeu. Lorsque j'étais enfant, je vivais à Paris, tout enfant. Après, je suis partie à la montagne. Mais mes premières années, je les ai passées près du bois de Boulogne, là à Boulogne, donc presque Paris finalement. Et ma grand-mère me faisait toujours le noir quart d'heure. Et elle me gardait assez souvent, en tout cas le soir, en soirée. Et on s'asseyait devant la fenêtre et on regardait les étoiles dans le ciel. On ne parlait pas, on ne bougeait pas. Et on contemplait. Tout était dans l'obscurité, dans la maison. Et j'ai une gratitude infinie pour ma grand-mère, pour ces noirs quarts d'heure qu'elle m'offrait. Parce que vraiment, ça m'a apporté beaucoup de paix, beaucoup d'intériorisation. J'étais vraiment très enfant, puisque j'ai quitté Paris, j'avais 5 ans et demi. Donc c'était avant, j'étais très petite. Et je garde ça dans ma mémoire, ces moments avec ma grand-maman, comme ça, assis chacun sur une chaise et en train de contempler le ciel. Vous imaginez pas quel beau souvenir je garde, je conserve. Alors pour les enfants, ce que je vous propose, c'est de créer un nouveau jeu. Mettez-lui un nom. C'est important pour les enfants, le nom. Je ne vais pas vous suggérer parce que vous allez trouver quelque chose de bien adapté à vous et aux enfants. Donc, mettez en place le jeu de l'obscurité avec les enfants, mais appelez-le de manière plus romantique. Et mettez en place ça. Et vous allez voir que petit à petit, ils vont commencer à aimer. Donc au début, avec les enfants, il faut y aller mollo pour qu'ils ne se mettent pas à courir la tête la première dans un mur. Hein. Voilà. Donc, eh bien, d'abord, diminuer au maximum la lumière, ce qui rentre, hein, et qu'ils aient simplement quelques petits repères. Et après, vous diminuez, jusqu'à ce que vos enfants deviennent des vrais chats. Et si bien que s'il y a un problème, quel qu'il soit et où que vous soyez, vous vous retrouvez dans l'obscurité. Mais votre famille, elle est protégée. Parce que les enfants, pour eux, c'est le jeu. Oui, mais t'inquiète pas, c'est le jeu de l'obscurité, tout va bien. Voyez? Et donc, vous serez une source d'équilibre et de paix pour les gens autour s'il y en a. Voyez? Donc, c'est vraiment important d'équiper vous-même et votre famille intérieurement pour que cela soit possible. Alors, comme j'ai passé du temps dans le noir et que je vis dans une maison éloignée,
en fait, il y a des petits trucs. Je vous les rajoute, c'est pas le thème de la vidéo, puisque c'est nous-mêmes, notre corps. Mais en fait, il y a des choses qui sont bien, c'est de mettre des choses à différents endroits de la maison fluorescentes. C'est-à-dire que même en cas de panne de courant, vous saurez localiser l'escalier. Vous verrez où est cette porte, cette porte, cette porte. Voyez? Donc je vous dis pas, tombons pas dans la folie en mettant des petits points lumineux partout parce que un jour, non. D'autant plus que si ça arrive, vous n'êtes pas sûr du tout que vous serez chez vous. Ça, c'est la divine providence qui décidera pour vous. Vous pouvez être n'importe où. Hein. Quand il fait nuit, l'hiver, on est dans la voiture, on est au bureau, voyez. Donc, mais c'est juste des petits trucs comme ça, en fait. Vous pouvez en mettre un ou deux, comme ça, pour mettre des petits repères pour les enfants. Ouais, voilà. Mais il faut les habituer sans, hein, parce que vous ne savez pas où vous serez. Si ça arrivait. Dans tous les cas, c'est une belle qualité à développer. Beaucoup de concentration, beaucoup d'intuition, c'est une belle qualité à développer. Numéro 1. Numéro 2, l'autre qualité à développer, c'est d'être capable de rester sans manger pendant un certain temps. Alors, au lieu de remplir vos placards et de vous dire que tout va bien, vous avez le placard plein, c'est une bonne idée, mais c'est pas une bonne idée. C'est pas suffisant. Écoutez, moi j'ai un lieu, parfois je vois des gens et tout ça. Il y a des personnes dans d'autres lieux, pas chez moi, parce que les gens qui viennent ici sont très... en fait, ils sont spéciaux. Ils mangent 2 fois par jour. Ce sont des personnes qui sont dans la même discipline de vie que moi. Et du coup, il n'y a pas cette histoire d'intendance. Mais j'ai vu dans les communautés, dans les endroits où je vais, des gens qui mangent en permanence dans la journée. Matin, midi, soir. À 4 heures, à 10 heures, petite pause, et à 4 heures. Le petit 4 heures. Donc ça fait 5 fois dans la journée. Et comme du coup leur équilibre glycémique est complètement catastrophé, eh bien ce sont les mêmes qui vont aller s'acheter un truc et puis grignoter comme ça pendant qu'ils suivent un cours, ou ils ont des biscuits, ils ont des barres de chocolat, ils n'arrêtent pas de manger. Eh bien vous avez beau avoir des stocks, si vous vous conduisez comme ça, je suis désolée, en plus avec la peur, avec l'anxiété, eh bien, vous allez descendre vos stocks à la vitesse grand V. La solution, c'est de développer vous-même votre capacité à rester sans manger. Ça s'appelle jeûner. Et c'est pas du tout une affaire terrible. Je jeûne 1 fois par semaine depuis, je sais pas, près de 30 ans. Donc, je me suis arrêtée pendant la période où je suis revenue en Europe, qui a été difficile pour moi. Divorce, enfin, c'est une période très challenging. Donc, du coup, j'arrivais plus à jeûner. Donc, voilà, je suis passée d'un état crudivore à crudivore, jeûne régulier, équinoxe, solstice, 3, 5, 7 jours, à un mode de vie plus similaire à celui des Occidentaux, tout en restant bien sûr vegan et voilà. Mais pour ce qui est des jeûnes, j'y arrivais plus. Je suis restée à peu près 2 ans sans jeûner. Et ce qui était une erreur d'ailleurs, puisque c'est une manière de se nettoyer au niveau émotionnel qui n'a pas de comparatif. Mais j'avais plus la force en fait de le faire. J'avais trop, la vie me demandait trop. Voilà, beaucoup de travail, voilà. Bien, alors là, je ne vais pas vous expliquer comment jeûner ici. Partez de ma vidéo numéro 2. Et dans la vidéo numéro 2, j'explique comment mettre un jour de détox en place par semaine. Et c'est très progressif. Ça commence par un jour vegan, après c'est un jour cru, après c'est un jour de fruits, jusqu'au jeûne. Et vous allez pouvoir tous, absolument tous, expérimenter le jeûne en suivant cette méthode que j'ai mis gratuitement à votre disposition sur YouTube. C'était un cours avant, enfin c'est toujours un cours que je fais en présentiel et pour lequel les personnes payent. Donc il est gratuit sur YouTube, mon Dieu, allez voir, vidéo 2, 3, 4
Et la 5, c'est la réponse aux questions si vous en avez besoin. Voilà. Donc, il est une chose très importante, c'est d'arriver à contrôler vos désirs alimentaires. C'est très très important. Imaginez-vous, pour une raison X ou Y, c'est plus approvisionné. On n'est plus approvisionné. Alors vous, en grand penseur que vous êtes, eh bien, vous vous dites, oui, on ne sait jamais s'il y a des problèmes. Tiens, je vais faire des provisions. Mais qui vous dit que vous allez être à la maison quand il va y arriver quelque chose? Vous ne savez pas où vous serez. On ne va pas arrêter de bouger de chez nous quand même. Donc, voilà. Et en plus, vos provisions, si vous mangez comme un ogre, 5 fois par jour, elles vont pas durer. Elles vont pas durer. Ça va être une glace au soleil. Hein. Ça va fondre comme la glace au soleil. Hein. Donc, la vraie ressource, c'est d'être capable de ne pas manger. Par exemple, s'il y a des enfants, j'ai la capacité de rester plusieurs jours sans manger pour que les enfants puissent avoir à manger. Parce qu'eux, ils sont en croissance et eux, on peut difficilement leur demander de jeûner. Donc la nourriture va en priorité aux personnes qui sont dans une situation délicate comme les enfants, qui sont fragiles, les femmes enceintes évidemment. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, dans ce moment de passage, être un support pour vous-même, pour votre famille et pour l'humanité, apprenez à jeûner. Apprenez à jeûner. Ça, c'est fondamental. Faites un jour de jeûne par semaine et quand vous allez être confortable là, repoussez vos limites. Essayez 3 jours, 5 jours, 7 jours. Eh bien, pour moi, les jeûnes, c'est comme les fleurs. J'aime bien les nombres impairs. Je fais toujours ça dans les stages, hein, vous verrez. Alors, au solstice, si vous voulez venir, j'ai un stage Zoom. Donc là, pour le solstice d'été, vous trouvez ça sur mon site florencelacasse.ch. Je ne sais pas si j'ai déjà mis le détail du stage, mais en tout cas, il y aura un stage sur Zoom. Et ça, c'est très porteur. Je vous dis pourquoi. Donc, le premier jour, on fait jus. Ensuite, 5 jours de jeûne et 1 jour de jus. Pour les solstices, on fait ça. Pour les équinoxes, on fait un petit peu moins. On fait 1 jour de jus, 3 jours de jeûne, 1 jour de jus. Il y a toujours une séance qui se déroule soit une semaine, soit 10 jours, voire 2 semaines avant, suivant la durée du jeûne, pour donner les consignes aux participants, comment se préparer à ce jeûne et comment préparer ces jus. Tous les matins, il y a une séance audio de postée pour apprendre à se connecter aux canaux de lumière, donc ce fameux prana, pour apprendre à se nourrir autrement et à apporter de l'énergie à son corps, ne pas avoir à souffrir, donc l'ouverture des canaux praniques. Et puis le soir, nous avons à nouveau une séance où, premièrement, on échange. Ça, c'est du Zoom direct. La première, c'est enregistré. Le soir, c'est un Zoom en live. Et donc, le soir, nous échangeons. Et puis, ensuite, eh bien, il y a une séance type alpha, comme vous voulez l'appeler, sophrologie, hypnose ericksonienne, ce type de programmation positive aussi dans une idée d'éveil spirituel. Hein. Donc, on est vraiment dans un jeûne là d'éveil spirituel et de connexion à nos ressources supérieures. C'est très intéressant. À chaque fois, dans tous les stages, il y a toujours la majorité des participants qui, une fois qu'ils ont expérimenté 3 jours ou 5 jours de jeûne, mettent en place 1 jour de jeûne par semaine. En tout cas, c'est ce que je leur demande. Et pour l'instant, la majorité le font. Donc, ça peut être aussi une bonne manière de mettre en place votre jour de jeûne. Voilà. Là, vous comprenez bien que s'il n'y a pas ce qu'il faut ou s'il y a peu, vous allez avoir les ressources intérieures pour pouvoir tenir bon et être un réverbère pour les autres dans une période où il y a besoin de lumière. Voyez ? Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que le jeûne, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un reset au niveau émotionnel. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Vous avez mes vidéos là-dessus. Sinon, ça va prendre trop de temps. Voilà. Donc, numéro 1, il est important de savoir vivre dans l'obscurité. Et ça développe des belles capacités.
Niveau 2, il est important de savoir rester plusieurs jours sans se nourrir. Alors, l'étape d'après, c'est jeûne sec. Mais personnellement, je ne souhaite pas que les gens fassent du jeûne sec tant qu'ils n'ont pas fait 1 an de jeûne hydrique pour qu'il y ait le nettoyage, il y ait l'alignement qui se fasse et que les émonctoires soient prêts à vivre quelque chose d'aussi extrême, appelons un chat un chat. Donc le jeûne sec, c'est le summum, mais c'est pas pour tout le monde. Si vous n'avez jamais jeûné et que vous n'êtes pas suivi, ça serait plus destructeur qu'autre chose de le faire. Ce serait une très très mauvaise idée. Donc écoutez mes vidéos de naturopathe avec beaucoup d'expérience dans ce domaine et vous pourrez pratiquer en sécurité et trouver l'autonomie. Évidemment que quand vous jeûnez 1 jour par semaine, vous économisez également. C'est clair et net. Au niveau logistique, enfin, c'est évident, quoi. Vous mangez 52 jours en moins par an. Donc, évidemment qu'au niveau du budget, ça se retrouve. Voilà. La deuxième chose par rapport à l'alimentation, pour ceux qui le peuvent, il est important, mais capital, de ne pas manger entre les repas. Prenez des bons repas. Je viens de... Enfin non, c'est plus je viens, il est sorti maintenant fin janvier, début février. Je vous ai écrit un livre Alimentation du Nouveau Monde. Tout y est. Comment avoir une diète végétale complètement équilibrée. Comment gérer ça avec l'entourage. Où sont les protéines vertes? Il y a une partie entière là-dessus. Comment faire à la fin? Il y a toute une partie sur et après. Comment jeûner? Comment faire des cures de jus? Vous avez tout dans ce livre. C'est vraiment mon offrande de naturopathe avec une immense expérience de ce genre de choses. Donc vraiment, procurez-vous ce livre, lisez ce livre et j'ai vraiment ce que je répète à longueur de journée dans les stages face aux patients, je l'ai mis dans ce livre. Donc c'est vraiment le fruit de l'expérience et c'est pas une expérience livresque ou c'est vraiment un vécu. Moi-même, je pratique depuis 30 ans 1 jour de jeûne par semaine. Donc ça n'a rien à voir avec les gens qui tout d'un coup font un long jeûne, ils ne font pas pendant 1 an ou je ne sais pas, ils retournent à un long jeûne. Je fais régulièrement, toutes les semaines, de toute la vie, quel que soit le continent où je me trouve, 1 jour de jeûne sec par semaine. Maintenant, ça fait 3 ans que je fais le jeûne sec. Avant, je faisais le jeûne. Point numéro 1, il est important d'essayer de ne plus grignoter. Parce que si vous faites ça, vous allez être un vrai rat pour vos provisions et celles de la famille. Et comme vous allez être dans un état émotionnel difficile, eh bien vous allez être là, vous voyez. Donc lâchez ça et éduquez-vous dès maintenant. Et qu'il y ait des restrictions alimentaires ou pas, de toute façon vous allez être content, vous êtes autonome. Eh bien quand on va dans un chalet d'alpage, par exemple, quand on marche, eh bien parfois il arrive qu'on soit bloqué parce qu'il y a une chute de neige inattendue. Et puis, on ne peut pas descendre, mais il n'y a plus grand-chose à manger là-dedans. Voyez? Eh bien, ceux qui savons nous restreindre au niveau alimentaire, on est confortable. Les autres, ils commencent à faire triste mine. Ah. Donc, voyez, ce sont des choses qui peuvent arriver, je veux dire. Donc, vous allez avoir plus d'autonomie intérieure. Comptez pas sur vos placards. Comptez sur votre autonomie intérieure, les amis. Ça n'a pas de prix. Donc, numéro 1, j'arrête de grignoter ou j'essaye. Voilà, faites pas le rat de la famille. Bon, faites ce que vous pouvez, évidemment, mais essayez d'améliorer. Vous grignotiez 10 fois, grignotez 5 fois. Après, vous diminuez, vous allez voir. Vous allez y arriver, il y a des ressources en vous. Et pour ceux qui ont déjà fait ce passage du plus grignoter, eh bien, arrêtez de faire le 4 heures et la 10 heures de manger un croissant ou je sais pas quoi. Enfin, les Français, c'est plutôt de la viennoiserie. En Suisse, c'est un fruit. Bon, c'est pas si grave, vous allez me dire. Mais choisissez. Si je prends mon exemple,
Normalement, je passe la matinée sur l'ordinateur avec tout ce que vous voyez, plus normalement, je dois écrire mon prochain livre. Et enfin, j'ai une colonie de choses à faire sur l'ordinateur le matin. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Le matin, je prends un jus, c'est tout. Et puis, mon petit déjeuner, je le prends à 9h30. Donc, je prends juste un jus. Et ensuite, je prends mon petit déjeuner à 9h30. Et mon deuxième repas, quand je peux, je le prends vers 2h. Mais c'est plutôt souvent midi et demi, 1h, parce que j'ai des patients derrière. Et quand même, l'après-midi, je m'occupe évidemment de vous. Donc, mais le soir, ah non, je mange pas. Alors parfois, il peut m'arriver quand il fait froid l'hiver en Suisse, donc il peut m'arriver à 5h de manger 1 ou 2 fruits comme ça, c'est possible, ouais. Mais voire même une soupe dans les journées très lourdes, mais je mange pas le soir, voyez. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous pouvez faire seulement 2 repas, un petit déjeuner et à midi, ça va être midi 2h quoi, ça sera très très bien. Parce que vous allez vous coucher avec le ventre vide et du coup votre corps va beaucoup plus facilement se régénérer. C'est plus le moment où le sang et le cœur battent très vite, très vite. Le cœur est en pleine puissance et envoie du sang partout dans l'organisme, l'appareil digestif, les muscles, C'est un moment où on se repose, où on se calme et où il y a tout le travail au niveau de la lymphe, d'élimination, la régénération des différents organes qui se produit, voyez. Donc si vous êtes en train de digérer pendant la nuit, vous pouvez juste écrire dommage, vous vieillissez plus rapidement, vous êtes plus fatigué, vous avez le teint gris, plus gris. Et ça c'est une évidence. Donc le repas du soir, on dit dans la tradition c'est le repas du mendiant. Donc si vous mangez encore le soir, ça doit être votre repas le plus frugal. Une soupe, un fruit, une compote, voilà. Mais essayez vraiment de revenir à un bon petit déjeuner et un repas du midi. Le repas du prince, le repas du roi, le repas du mendiant. C'est vraiment ça. Alors, je vous entends déjà parce que vous voyez, je vois des patients régulièrement. Ah oui, mais non, moi je peux pas manger parce que le matin j'ai pas faim. Ah, vous mangez le soir? Ah oui, c'est mon repas principal parce que vous voyez, moi à midi je suis au boulot, alors le soir je retrouve la famille, je me fais un bon repas et tout. Eh bien, essayez de ne pas manger le soir, vous allez voir le matin. Je peux vous dire que les gens qui, comme moi, n'ont pas mangé depuis 2 heures ou 1 heure, ça nous fait, je sais pas, ça nous fait pas mal de temps quand même de repos de l'appareil digestif, je sais pas, peut-être 16 heures. Enfin bref, ça fait pas mal quand même, de 2 heures à, moi je mange entre 7 et 8, je prends un jus comme ça, un jus léger, je fais moitié eau, moitié jus, je ramène ça à mon système pour le redémarrer et puis quelques temps après, ça me permet de faire une pause, je prends mon petit déjeuner. Voilà, c'est mon train-train, quand je le peux, parce que parfois je ne peux pas. Du coup, je prends directement mon petit déjeuner quand je me lève. Mais je vous assure que les gens qui, comme moi, n'ont pas mangé depuis 2 heures de l'après-midi, le matin, déjà, on se lève parce que, on est bourré d'énergie, tout notre corps s'est régénéré. Et puis aussi, je peux vous dire qu'on a faim. Si vous n'avez pas faim le matin, c'est un très mauvais signe. C'est parce que votre foie, il en a jusque-là. Sans doute que vous avez mangé le soir, sans doute que la nuit, au lieu que le foie, la vésicule biliaire, donc dans l'heure solaire, c'est de 11h à 1h, vésicule biliaire, et puis le foie, c'est de 1h à 3h, leur régénération. Donc il n'y a pas photo. L'appareil digestif, il lui faut 8 heures à peu près pour digérer un repas. Donc si vous mangez à 8 heures, vous pouvez, à 7 heures même, vous pouvez écrire dommage. Parce qu'à l'heure de régénération du foie et de la vésicule biliaire, le foie est un organe maître, est-il bon de vous le rappeler? 48 heures sans foie, on est mort. Donc c'est quand même un organe dont on pourrait imaginer qu'il est important de prendre soin. Et quand vous mangez le soir, vous pouvez dire mon petit foie, tu vas te faire voir, tu te débrouilles, tu fais ta vie. Ouais, mais quand le foie va mal, on est très fatigué. Donc quand j'ai des patients fatigués, très souvent ça vient du foie ou bien sûr du fer qui est en bas. Mais le foie, c'est aussi un
un gros truc pour les gens fatigués. Je le constate, vous voyez. C'est pas du tout quelque chose que j'ai lu ou entendu, c'est quelque chose que je constate chez les patients qui me disent, vous voyez, je suis fatiguée. Et dans 9 cas sur 10, c'est soit ils manquent de fer, ils sont un peu anémiés, soit ils ont le foie qui est là. Voilà, le fameux repas du soir. Donc voilà, pour ceux d'entre vous qui ont le plus d'énergie, qui sont... Voilà, eh bien, essayez de ne manger que 2 fois par jour. Pour vous, pour votre famille, pour l'humanité, faites-le. Voyez. Alors ne vous culpabilisez pas. Moi-même, ça m'arrive, surtout l'hiver, je dois dire. Donc, quand je rentre, il fait nuit, je suis sur mon vélo, il fait froid. Donc, parfois, je rentre à la maison. C'est un truc complètement émotionnel. Alors, je vais me prendre une soupe. Mais... ou une pomme ou un truc comme ça, vous voyez. Donc, c'est rare. J'essaye de prendre plutôt des fruits. Si je craque le soir, ça sera plutôt pour des fruits. Mais j'essaye de garder ce rythme vipassana, vous voyez, le rythme bouddhiste, en fait, qui consiste à... Enfin, bouddhiste, non. Je ne vais pas dire de vipassana qui sont bouddhistes, même si on pratique l'enseignement du Bouddha, mais c'est la pratique, c'est pas une religion. Ça n'a rien à voir. Donc, mais je vois en Inde, par exemple, dans les monastères bouddhistes, eh bien, enfin, ceux dont j'ai eu connaissance, ils mangent à 11 heures, les moines. Ils mangent ni avant, ni après. Ils mangent à 11 heures, à 11 heures du matin, fini, terminé. Et ils passent à autre chose. Donc, voilà, ils sont libres, ils sont libres. Donc, libérez-vous de vos addictions alimentaires, tranquillement. Bien sûr, vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Allez voir un thérapeute. Parce que derrière cette addiction, il y a quelque chose, il y a une souffrance. Donc, quand vous avez ce besoin de manger, c'est parce que il y a une blessure en vous qui n'a jamais été cicatrisée. Profitez-en pour aller cicatriser cette blessure. Voyez, c'est une opportunité que la vie vous donne de cicatriser votre blessure. Faites-le. Les thérapeutes, nous sommes là pour ça. Et beaucoup de thérapeutes maintenant, comme moi, ont de l'expérience et on a différentes techniques en fait. Avant, moi j'ai été formée en sophrologie au début, enfin au début pas tout à fait, mais il y a 30 ans, il y a même plus, oh oui, il y a même plus de 30 ans. C'était vraiment les débuts. Moi j'étais toute jeune et j'ai fait ça. Je me suis formée à la sophrologie. Donc à l'époque, un sophrologue, c'était un sophrologue, on faisait pas autre chose. Et après, si on faisait de l'hypnose évidemment. Donc, mais après, il y a eu toutes les nouvelles techniques qui sont arrivées. Et puis aussi, il y a eu pas mal le mouvement du docteur Hammer. Il y a eu, c'était la grande époque en fait, où il y a eu aussi Erickson, qui ont pris de l'importance dans les pays francophones aussi. Donc après, on s'est mis à apprendre d'autres techniques, vous voyez. Après, bien plus tard, il y a eu Gary Gregg avec l'EFT et on s'est mis, les thérapeutes de l'époque, on s'est mis à apprendre aussi d'autres techniques. Donc c'est vrai, j'ai fait un doctorat en naturopathie, mais je suis aussi thérapeute. Je ne sais pas lequel je suis le plus, je ne saurais pas vous dire. Mais pour moi, c'est indissociable. C'est indissociable. On ne peut pas soigner que le corps, c'est une absurdité parce que le corps est un résultat. Il faut aller voir le pilote. Et il faut voir ce que le pilote, il a qui a besoin d'être guéri dans les blessures, les mémoires, les voyez. Il faut aller voir là-haut chez le pilote. Bien. Alors voilà. Donc, essayez d'acquérir l'indépendance alimentaire. J'ai lu un commentaire sur une de mes vidéos qui m'a beaucoup touchée. Et c'est une dame, enfin, je sais plus même si c'était écrit que c'était une dame, mais moi je sais que j'ai senti que c'était une dame. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée cette dame. Elle m'a dit, oui, voyez, tout ce que vous dites c'est bien, mais moi j'y arrive pas, c'est vraiment... Enfin, je sais pas comment elle a dit ça, mais vraiment j'avais envie de la prendre dans les bras et puis lui dire, mais si, tu peux y arriver toi aussi. Il manque juste un petit peu d'amour, un petit peu d'amour pour soi. Voyez, tout est là, quoi. Et je sentais cette personne à qui on n'avait peut-être pas assez dit je t'aime, à qui on n'avait peut-être pas assez donné de câlins, de bisous quand elle était petite. Et vraiment, j'avais cet appel maternel pour lui dire mais oui, toi aussi tu peux. Et si vous vous sentez faible et si vous vous dites mais non, mais moi j'y arriverai pas,
allez voir un thérapeute et puis aimez-vous un petit peu plus quand même, prenez soin de vous comme ça. Bon, ceux qui me connaissent, ça va les faire rire parce que c'est vrai qu'on me dit que je travaille trop et que parfois je devrais un peu plus m'occuper de moi. Bon, petite parenthèse, mais j'y pense, voilà. Bon, parenthèse à part, voilà. Maintenant, vous êtes bon. Vous savez vous débrouiller dans le noir. Vous savez vous débrouiller s'il n'y a pas vraiment, si les ressources alimentaires arrivent pas trop, route coupée ou machin. Vous savez vous débrouiller avec ça. Eh bien, maintenant, il y a une autre chose qui est importante. Alors là, je ne sais pas si vous allez m'aimer encore. Parce que c'est un sujet tabou pour beaucoup. C'est le sommeil. C'est le sommeil. Dans les rites initiatiques, il y a le fait de rester sans manger, mais aussi sans dormir. C'est un choc hein, que je vous dise ça, hein, parce que je vois beaucoup de gens qui parlent du jeûne, qui parlent des retraites dans le noir, même des douches de l'équipe du froid de Wim Hof, et j'en parlerai après. Mais en fait, le sommeil, c'est très important. C'est très important d'avoir le contrôle sur son sommeil. Dans les traditions anciennes, où il y avait encore des écoles de disciples, on va dire ça comme ça, eh bien, ça faisait partie de l'enseignement. Et je sais que ça choque beaucoup de gens, parce que c'est pas du tout à la mode, c'est pas du tout tendance. Aller se jeter dans les lacs glacés, oui. Aller rester 15 jours en jeûne sec, oui. Voilà, dans le noir pendant 10 jours, hein, bon, oui. Mais rester sans dormir, ça, c'est pas très glamour. D'accord. Personnellement, j'avais une addiction au sommeil. C'est-à-dire que quand je dormais pas, si je restais une nuit sans dormir, je m'étais mis dans ma tête que vraiment ça allait pas aller, hein, mais ça va pas du tout aller, hein. Donc voilà, ouais. Et puis le problème, c'est que moi je dors pas dans les avions. Enfin maintenant, si j'en ai fait tellement que je commence à y arriver, mais ça m'a pris du temps, hein. Et souvent je dors pas, je fais des longs vols, mais je dors pas. Et donc j'arrive dans un autre pays où du coup j'ai loupé une nuit puisque chez eux c'est déjà le matin. Par exemple quand on va en Asie. Donc j'arrive et tout, je débarque là où je dois être, soit sur une retraite de yoga, soit sur un cours de yoga, soit je débarque à l'ashram Amrita Puri, l'ashram de Ama, Srimati Amritananda Mayi Devi. Je débarque et là je sais très bien quel est mon travail et voilà. Et qu'est-ce que je fais? J'ai mon propre appartement, enfin ma propre chambre à l'ashram, donc j'ai mes clés, Eh ben, qu'est-ce que je fais? Je prends mes clés, enfin je vais les chercher à la réception avec mes draps, machin, et je me rends à ma chambre, je pose mes trucs et je pionce. 2-3 heures comme ça. Après, je prends une douche, je réapparais et je vais voir ce qui se passe à mon poste de travail. Bon, d'accord. Donc, c'est-à-dire que je dors quand même 3-4 heures. Ouais. Et puis après, le soir, ben quand même, je suis pas mal plombée. Donc, je redors. Pas de problème. Ouais. En fait, à cet ashram, je travaille avec le groupe espagnol. Ouais. Et il se trouve que les Espagnols, ils font comme ça. Enfin, la majorité de mes collègues réguliers, les gens qui vivent comme ça, comme moi, qui sont des résidents de l'ashram, à temps partiel, ils font comme ça. Ils arrivent de l'avion, ils débarquent à Trivandrum ou à Cochin, puisque ce sont les aéroports les plus proches de Amrita Puri. Ils débarquent et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont poser leurs affaires dans leur chambre. Ils ont tellement de dévotion dans leur cœur, d'amour. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent tout droit travailler. Pour moi, c'était chaotique de découvrir ça. Et du coup, le jour où je me suis rendu compte de ça, ils font tout ça. Ils sont bourrés d'énergie. Et enfin, mon groupe, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont pleins d'énergie, pleins de dévotion, pleins d'amour. Ils sont un peu électriques parfois d'ailleurs, mais voilà. Et ben voilà.
Donc, ben, je me suis dit, là, ma chère, ça va pas trop, hein. Donc, on va essayer de faire mieux. Et en fait, j'ai essayé de le faire. Et je me suis rendu compte que, comme par magie, quand on repousse les limites, il y a des ressources qui viennent. Voilà. L'autre expérience que j'ai eue, j'étais dans une retraite de sanskrit à l'université en Inde. Pas de bol, la chambre d'à côté de moi, il y avait un gars qui jouait du tablas toute la nuit. Ben ouais, il s'entraînait, il devait faire partie d'un groupe de, je sais pas. Et moi, j'arrivais le matin à la retraite de sanskrit. Déjà, je comprenais rien, parce qu'écrire le Devanagari, c'est vraiment un sport. Et donc, je devais être super concentrée. Parce que vous voyez, nous, on n'a pas les déclinaisons en français et tout. Donc, alors en sanskrit, je vous dis même pas l'histoire. Enfin bref. Et ben j'arrivais là, j'étais comme ça, j'avais pratiquement pas dormi. Je vais voir la Swami en chef. Et puis je lui dis, écoute, moi ça va vraiment pas parce que je dors pas la nuit, je suis à la retraite de sanskrit, je tombe de fatigue, je comprends rien, ça va pas. Et là la Swami me dit, elle me regarde gentiment, puis elle me dit, ouais, tu vois, Satya, c'est mon nom spirituel. Tu vois, Satya, t'es vraiment très, très forte en yoga, hein? Ouais. T'es très souple et ouais, c'est bien. Mais ton mental, maintenant, tu sais, il va falloir faire de l'ordre là-dedans. Elle me regarde, elle se tait. Moi, j'aurais pu en pleurer tellement. Déjà, j'étais fatiguée, j'étais nerveuse et tout ça. J'ai dit, c'est pas possible. Et bon, j'ai suivi le cours le soir. Je suis rentrée la queue basse. Et je me suis dit, d'accord, la divine providence, vous me demandez ça, je dois rester sans dormir. Eh bien d'accord les gars, je vais le faire, on va bien voir si je meurs, je tombe par terre, on verra. Et je l'ai fait, j'ai accepté le défi. Donc la nuit, là, je suis restée, j'ai fait la chouette, vous voyez, comme ça, hein, voilà. Le lendemain, je suis allée au cours avec de la détermination dans ma tête, ça s'est passé beaucoup mieux. Vous savez ce qui s'est passé le lendemain? Le gars du tablas, j'en ai jamais entendu parler, c'était fini. Mais tout ça pour vous dire que je l'ai vécu et j'étais une grande addict au sommeil. Vraiment. Hein. Et du coup, pof, ça s'est libéré, cette dépendance. Voyez. Donc maintenant, je sais que même si je ne dors pas pendant une nuit, il va rien se passer. Tout va aller très bien. Parce que j'ai décidé dans ma tête que c'est comme ça. Donc, c'est vraiment important de vous habituer à moins dormir. Donc, alors, il y en a parmi vous qui dorment déjà. J'ai une amie, une élève de yoga qui dort, elle dort 4 heures par nuit. Hein. Et je connais bien son mari, c'est incroyable, quoi. Donc, elle dort 4 heures par nuit, c'est son rythme et tout va très bien comme ça. C'est une personne exceptionnelle. Et vraiment, ouais. Et donc, voilà, certains d'entre vous ont cette capacité, mais je dirais que pour un adulte, notre temps de sommeil, c'est 6 heures, pas plus. Après, c'est plutôt pour les enfants, si vous dépassez 6 heures et faites l'expérience, eh bien après, vous vous fatiguez. Vous sortez pas de l'état de sommeil au bon moment. Vous savez, en Haute-Savoie, en Suisse, on a des téléskis et la perche, elle passe, toc, tu l'accroches et tu montes. Chut, tu montes en haut de la montagne, tranquille, pépère, tu suis les rails et ça se fait tout seul. Mais si tu te réveilles, la perche elle est déjà là, tu vas ramer hein, pour monter jusqu'en haut de la montagne. Tu vas faire 2 fois plus, pas 2 fois, tu vas faire 1000 fois plus d'efforts. C'est exactement la même chose le matin. Il est vraiment important de se coucher tôt, autant que faire se peut, et de se lever tôt pour attraper la perche. C'est toute une question de mouvement énergétique. En fait, l'énergie est beaucoup plus subtile au petit matin et elle va s'alourdir au rythme où les êtres humains, bien sûr, vont se réveiller. Les oiseaux, ils loupent pas, hein, ils se lèvent avec le jour. Donc, nous pouvons faire pareil. Je sais que ce propos va pas m'attirer des amis, mais ça n'a pas d'importance. Je suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour vous partager une expérience et des choses qui fonctionnent. Donc, si vous avez du détachement par rapport au sommeil, que vous pouvez rester une nuit sans dormir sans que ça fasse rien, eh bien, ça va aller beaucoup mieux. S'il se passe des choses compliquées, vous devez rester éveillé toute la nuit parce que il faut s'occuper des enfants, parce que
il faut faire telle ou telle chose, ça se passera beaucoup mieux. Il est important de l'apprendre. Donc, il est important de réduire graduellement votre temps de sommeil. Ben, pas en dessous de 6 heures. Bon, moi, on me demande de dormir 5 heures. Et donc, ça fait pour moi, ça fait 11h30, 4h30. Voilà. Et là, ben, quand je suis en ville, quand je suis à la montagne, non, ça se fait naturellement. Mais quand je suis en ville, ça tire hein, quand même. Oh là là, ouais, j'ai de la peine et parfois, ben, tout d'un coup, j'arrive pas à me lever, tout simplement, j'entends même pas mon réveil. Vous imaginez le cas? Donc voilà. Mais bon, je me réveille un peu plus tard naturellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le soir, il est important de ne pas manger si vous voulez diminuer ou de manger peu. Parce que si votre sommeil, c'est pas du sommeil, que vous restez très près de votre réalité, enfin je vais dire très près du corps, je ne veux choquer personne, mais en fait vous êtes très dense parce que votre corps physique est encore en train de digérer, donc il ne peut pas y avoir tellement d'élévation, il ne peut pas y avoir tellement de guérison, de prise de conscience, d'échange pendant la nuit, parce que vous êtes très près du corps physique quand il est dense comme ça, en train de digérer un bon repas, ce qu'on appelle un bon repas, peut-être pas à raison. Hein. Voilà. Encore plus, alors c'est pire s'il y a des produits d'origine animale, alors s'il y a de l'alcool, je ne vous parle même pas. Enfin, voilà. Donc... voilà. Et vous allez voir que si vous vous levez tôt le matin, je ne vous dis pas de vous lever à 4h30 comme les yogis ou les pratiquants vipassana. Je vous dis simplement peut-être essayer de vous lever entre 5 et 6. Pour un adulte, ça me paraît quand même correct. Hein. Il y en a quand même beaucoup qui doivent partir travailler et qui se lèvent à cette heure-là naturellement. On n'habite pas forcément au pied de notre travail. Hein. Voilà. Donc à vous de voir. Et bien sûr, accordez-vous un jour off. C'est-à-dire un jour où vous faites la grasse matinée, vous n'écoutez pas votre réveil, vous lâchez tout. C'est toujours très important d'avoir des soupapes de sécurité. Donc un jour, c'est la fête, je dors, je fais la crêpe autant que je veux et ciao tutti. Ça fait du bien. Alors, donc ça c'était le 3e point. Vous vous souvenez des points, d'accord ? 1. J'apprends à vivre dans l'obscurité. 2. J'apprends à contrôler mon appétit. Je ne vais pas faire le rat qui va piquer tout ce qu'il y a dans les placards et détruire mes ressources en peu de temps. 3. J'apprends à contrôler mon besoin de sommeil. Et 4. Évidemment, c'est Wim Hof. C'est le plus grand yogi. Ouais, il est impressionnant cet être. Moi, j'ai pas le niveau pour aller dans ces retraites. Ça me rend triste parce que j'aimerais tellement y aller. Les garçons se moquent de moi, ouais, parce qu'il y en a qui sont déjà allés autour de moi faire des retraites Wim Hof. Alors, qui c'est Wim Hof ? Eh bien, c'est le grand yogi de notre siècle. Il y a 2 grands yogis à notre époque, selon la définition. Il y a bien sûr des jnana yogis ou des gens qui ont la voie de la connaissance, mais je dirais que dans les Raja yogis, la voie royale où on intègre les différents niveaux, les différentes pratiques, pranayama, asana, concentration, méditation, bon, les 8 étapes. Eh bien, moi, les 2 que je connais, je ne dis pas que ce sont les 2 seuls, mais c'est dans la version masculine, c'est bien sûr Wim Hof. Il est absolument sidérant. Il rentre dans l'eau avec le sourire, il plonge de pont dans une eau glacée, il a un mental en béton, il a une maîtrise totale. Donc le Raja Yoga, c'est la voie de la maîtrise, tout en ayant un cœur d'enfant. Donc voilà, et Wim Hof, il a réussi ce beau cocktail d'avoir un cœur d'enfant, de rester avec beaucoup de beauté, de douceur intérieure et d'avoir une discipline, une maîtrise en fait, c'est la voie de la maîtrise, hein, la 4e voie. Donc Wim Hof, voilà. Et l'autre... vraiment personne qui a une maîtrise totale, c'est au féminin, donc la yogini au féminin de notre époque, à mon avis c'est Jasmine. C'est cette femme qui vit sans manger. Donc pour vivre sans manger, eh bien il faut quand même avoir atteint un certain niveau de maîtrise. Hein. Ouais. Donc Jasmine a aussi un très haut niveau. Wim Hof mange. Donc Jasmine n'a absolument pas besoin de manger, je la connais personnellement, j'ai passé du temps avec elle personnellement. Donc 2 semaines, vous voyez, donc j'ai fait plusieurs workshops
je sais plus combien, 7 jours, peut-être 4 jours, je me rappelle plus, 5 jours ou 3 jours, je sais plus, 4 je crois. Et aussi sa Darkroom Retreat en Thaïlande, et comme ça on est avec Jasmine pour 10 jours. Moi la première fois je ne suis pas restée les 10 jours, parce que je voyais de la lumière partout au lieu de voir du noir, ce qui était quand même assez étrange. Enfin bref, donc Jasmine, c'est vraiment la représentante aussi de cette voie de la maîtrise. Quelle plus haute maîtrise que de pouvoir rester sans manger. Et Jasmine aussi dort, je crois qu'elle dort 4 heures, ou elle a très 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 peu besoin de sommeil. Et puis elle a d'autres capacités dont je ne peux pas faire état ici parce que elle en fait elle-même, elle ne le dit pas, mais elle a des capacités autres qui sont assez impressionnantes. Donc elle a atteint un niveau de maîtrise qui est remarquable. Donc Wim Hof et Jasmine sont vraiment les deux grands représentants, à mon avis, du masculin et du féminin sacré dans la voie du Raja Yoga. Même s'ils ne l'appellent pas comme ça. Wim Hof, oui, mais Jasmine, non. Pour elle, elle est au-delà de tout ça, c'est un être de pur amour. Et ce sont des êtres qui ont atteint une maîtrise totale, tout en ayant des cœurs d'enfants, d'une beauté incroyable et d'une douceur incroyable. Donc c'est cette perfection entre la douceur intérieure, tout en ayant une maîtrise parfaite sur les véhicules, j'allais dire inférieurs, mais sur les véhicules physiques, mentaux, émotionnels. C'est beau, hein? Ouais. Donc, tout ça pour dire que notre 4e point, eh bien, c'est que peut-être qu'à un moment ou un autre, on n'a plus d'eau chaude. Et l'eau, c'est quand même quelque chose d'important, de pouvoir se laver. Donc, et l'eau froide, en fait, le contact avec l'eau froide, ça nous apprend pas, c'est pas seulement pour nous laver physiquement, c'est aussi au niveau énergétique. Quand tout le monde est en train de paniquer ou de machin, il est important vraiment de se doucher, de se purifier, de se reconnecter. Voyez ? Et la douche froide, c'est un très très bon moyen pour se reconnecter. Comment faire ? Et je vais terminer avec ce point-là pour pas être trop long quand même. Donc comment faire pour commencer la douche froide ? Eh bien c'est très simple. Vous prenez votre douche chaude comme d'habitude et vous commencez. À la fin de la douche, vous mettez un pied, 2 pieds, enfin pas les deux en même temps, hein. Ça c'est un autre niveau déjà, hein, la lévitation, je plaisante. Donc mais mettez un pied, 2 pieds, une jambe et puis de petit à petit, eh bien vous remontez. Puis un jour, vous allez réussir à vous mettre tout entier sous la douche froide. Quand vous êtes arrivé à ce stade, restez-y un certain temps. Lorsque vous serez prêt, eh bien, direct, vous rentrez dans la douche, vous ouvrez la douche froide. Et ça change tout. Parce que je suis passée par les deux niveaux. Et en fait, j'y suis revenue. C'est-à-dire que je ne sais plus quand, j'étais dans une maison, il faisait très froid, il n'y avait pas de chauffage, je suis frileuse. Et du coup, le matin, au moment de prendre ma douche froide, je dis « Oh non !» Et du coup, je me suis mis du chaud comme ça, et j'étais toute pimpante sous ma douche chaude. Et puis après, sachant le bénéfice de la douche froide, j'ai coupé la douche chaude, puis je me suis mis au froid. Eh bien, j'ai pas du tout ressenti la même chose que quand je me mets direct sous la douche froide. C'était pas du tout aussi tonifiant, c'était pas du tout cette sensation un peu grisante qu'on a après une bonne douche froide. Que froide, sans la chaude. Voilà. Donc, écoutez les amis, là je vous ai mis plein de challenges sur le tapis. Hein. Eh bien, écoutez, il faut bien qu'il y en ait qui osent vous proposer des choses comme ça, challenging. Voyez, je suis pas là pour brosser dans le sens du poil. Je suis là pour vous apporter des outils pour vous permettre d'avancer. En tout cas, c'est ce que je me propose de faire. Écoutez, j'espère vous avoir donné des outils. J'espère vous avoir donné envie d'essayer et de partager avec les autres. Commencez à faire votre expérience dans le noir et puis discrètement, là, vous commencez à en parler. Mais on va être tellement plus détendu par rapport à tout ça. Les gens sont super stressés par rapport au fait, j'ai à manger, j'ai pas à manger. Oui, quand on est habitué au jeûne, oui, il n'y a pas à manger. C'est pas grave, on mangera demain. Puis il n'y a pas à manger encore, c'est pas grave, on mangera après-demain. Tout va bien. Vous voyez, ça donne une indépendance qui est extraordinaire, extraordinaire. Donc, dans cette vidéo, se préparer physiquement au passage. Je vous ai partagé des outils pour mettre en vous. Tout ce qui est en vous, personne ne pourra vous le prendre. Dans une société où les repères s'effondrent les uns après les autres, il est clair que c'est vers nous-mêmes
qu'on nous renvoie. Donc, allez-y, c'est parti, expérimentez. J'ai confiance en vous, je suis sûre que vous allez faire vos petits pas. Même si un petit pas, un petit pas, un petit pas, à chaque jour suffit sa peine. Allez-y, vous allez aimer. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite des belles expérimentations. Si cette vidéo vous a plu, un pouce pour la soutenir, partagez et puis peut-être vous pouvez laisser un petit commentaire pour dire que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors là, venez nous rejoindre, abonnez-vous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et me réjouis de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis. Namasté.